Bonsoir tout le monde, je m'appelle Clive Gallery. Là, je suis ravi d'être avec vous ce soir là, sur ce thème ô combien important, la politique économique de la Chine en Afrique. Donc ce soir, nous avons comme d'habitude quelques vidéos. Donc j'ai des vidéos cette fois-ci en français, avec une seule en anglais, mais je trouve qu'elle est assez facile à suivre. Donc nous allons évoquer plusieurs sujets. Sur le continent africain. Donc, on ne va pas se limiter à des pays francophones. Nous allons regarder aussi des pays anglophones. Et nous n'avons pas, pour l'instant en tout cas, des prises de position par rapport à tout ce qui se passe. Je vais vous exposer les faits, ce qui se passe de façon assez générale. Et après 30 minutes, 35 minutes, nous allons discuter ensemble, poser des questions et je pense qu'on va passer un très bon moment en fin de journée. Donc voilà, vous voyez sur la première page donc une image de l'économiste récente sur les leaders africains et la Chine. Donc c'est bien évidemment l'objectif principal, c'est de vendre des magazines. Donc on ne va pas en dire trop sur ce premier message. Donc, juste pour vous présenter le sommaire, donc je m'appelle Clive Gallery, je suis intervenant à l'IFG Executive Education, j'interviens également à l'IAE de Paris. Je suis également professeur et directeur de programme à l'École des Ponts et à l'École d'économie de l'École d'économie de Paris. Donc, comme vous pouvez le constater là dans notre sommaire, vous avez à peu près le déroulé de ce webinaire. On va essayer de faire assez vite. Donc, vous voyez bien qu'on va démarrer avec la Chine. Qu'est-ce que la Chine aujourd'hui? Parce qu'on a tous une image de la Chine, mais on ne la connaît pas forcément. Donc, on va regarder en vidéo un petit peu ce que ça fait d'être dans une grande ville chinoise aujourd'hui. Nous allons faire un tout petit rappel aux relations historiques entre la Chine et le continent africain. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet en évoquant plusieurs sujets, et notamment le soft power, les aides, l'endettement des pays, un petit peu la corruption, mais pas trop. Et puis, qu'est-ce que la Chine fait avec l'Afrique? Quels sont des sujets sur lesquels la Chine et l'Afrique sont d'accord? Il y en a plusieurs et la liste est longue. Donc, nous allons regarder quelques sujets comme la pandémie actuelle, l'agriculture, les énergies renouvelables. Et puis, nous allons parler de et regarder une vidéo sur le dernier forum qu'il y a eu entre la Chine et les leaders africains avant de passer aux questions. Donc, j'ai souvent les images à côté de chaque slide. Donc, ce sont des images qu'on n'arrive pas à lire forcément sur l'écran, mais je vous invite à vous renseigner auprès de l'IFG pour télécharger cette présentation et vous allez avoir beaucoup de détails sur les projets en cours et qui ont eu lieu sur le continent africain depuis une vingtaine d'années. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par la vidéo de la Chine aujourd'hui pour vous mettre dans le bain. Une introduction. Qu'est-ce que c'est la Chine? Cette vidéo date d'il y a 2 ans, mais ça vous donne une idée de la richesse qui est créée aujourd'hui par la Chine. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais été, ça va peut-être changer l'image que vous avez de ce pays. Donc, on va commencer par cette vidéo. Je vais juste couper mon micro.
Voilà, donc je remets le micro 2 secondes. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée de la Chine d'aujourd'hui. Donc cette vidéo date d'il y a 2 ans. On peut augmenter ses PIB d'à peu près 20%. Donc la croissance est toujours très forte. Même l'année dernière, vous avez pu le constater, la Chine a réalisé un taux de croissance d'un peu plus de 2% malgré la pandémie. Et la Chine a recommencé à travailler presque normalement à partir du mois d'avril 2020. Donc, la Chine n'est pas du tout au même stade que nous vis-à-vis de la pandémie, que ce soit au niveau des voyages, des hôtels, des événements, mais les frontières demeurent quasi fermées pour les Européens, les Américains, etc. Donc maintenant, nous allons continuer avec une autre vidéo qui regarde très rapidement les relations historiques entre le continent africain et la Chine d'aujourd'hui. Our relations with China go back decades. In the 50s, there was a sense that African countries were part of this third world, a new order that was fighting against colonialism, and we shared a similar history with China, which had also fought against imperialism. And this shared history and this shared sense of struggle meant that even from those very early days, there was a sense of solidarity. There was a sense that we could support one another to achieve our development goals and achieve status in the international stage. You had Chinese medical workers going into Africa. You have the often cited Tazara Railway, where Chinese laborers helped to refurbish the Tazara Railway and helped to lay this very important piece of infrastructure that supported Tanzania-Zambian development. For me, what's exciting is that we're seeing a pivot. We're seeing not just state-organized engagement, but you're seeing more and more private firms, especially technology firms like Huawei, Transsion, Chuanyin, going into Africa, investing into Africa. You're seeing manufacturing firms setting up in places like Ethiopia, creating jobs. You're seeing technology transfer. You're also seeing young Chinese people increasingly going to Africa, traveling the continent, working in startups, setting up their own firms. And so for me, that's exciting. And similarly, Africans here in China are no longer just students. You have Africans who are setting up businesses in places like Yiwu, Guangzhou, here in Beijing, and creating really thriving communities. And so we've seen an evolution in this relationship. China's growth has presented an alternative form of development to African countries. China is an inspiration to many countries. It has risen out of poverty at an incredible speed. It's used technology, investments in infrastructure development, and has shown that that is a real viable way to grow and achieve societal development. And so China's growth, I think, has pointed the path for many African countries to see how investments in education, investments in infrastructure specifically, and using technology such as e-commerce can create millions of jobs for its people. And I think many African countries have started to embrace this form of development, are engaging with China. The Belt and Road Initiative, I believe, provides a very exciting opportunity for African countries to attract Chinese financing into infrastructure development in order to support manufacturing, in order to support intercontinental trade. Now, the African Development Bank has estimated that Africa has 170 billion in deficits in infrastructure. There's a need for power plants, roads, transportation networks, and the Belt and Road Initiative provides this opportunity to address some of this gap. When it comes to the issue of debt diplomacy, of course, we don't want any country to be overly burdened by debt. However, I think it's false to think that China is
providing loans with the intention or part of this strategic plan to seize assets. Deborah Brautigam, who is a leading professor and researcher on China-Africa relations, the head of the Johns Hopkins China-Africa Research Institute, published a paper where she had studied over 3,000 cases to see does this debt diplomacy narrative actually bear out. And the truth is it doesn't. China is not using loans in order to seize assets. The question is not one of just debt, but are the loans that are being taken being used wisely? Are they being used in a way that can help countries grow? And I think the onus is actually on the African governments to ensure that these loans are properly structured, are properly financed. And so when we use the term debt diplomacy, I think the narrative is one that does not actually bear support from the facts. Ok, donc je vous promets, il n'y a pas d'autres vidéos en anglais. Tout le reste est en français, mais j'ai trouvé qu'elle était relativement claire. Donc, je suis désolé pour ceux d'entre vous qui ont eu du mal à suivre, mais elle a une vision plutôt pro-Chine de ces investissements-là, des relations historiques qu'il y a entre les deux pays, parce que la Chine se considère même aujourd'hui comme un pays en voie de développement, comme vous le savez, même si financièrement parlant, c'est un pays qui est pas très loin aujourd'hui des États-Unis et qui a dépassé les États-Unis dans le pouvoir d'achat dans des grandes villes comme Shanghai et Pékin. Donc, l'avenir, quelque part, appartient à la Chine et l'avenir appartient également au continent africain. Donc, la population de la Chine, comme vous le savez, c'est à peu près 1,450 milliard. En Afrique, aujourd'hui, sur le continent, on est à peu près 1,3 milliard. Et nous avons comme prévision que le continent africain va se situer en population aux alentours de 2 milliards d'ici la fin du siècle. Donc, c'est un terrain qui intéresse non seulement la Chine, mais aussi l'Europe, aussi l'Inde et aussi, bien évidemment, les États-Unis. Donc, vous avez beaucoup d'exemples, vous les savez aussi bien que moi, de collaboration entre la Chine et la grande majorité de pays africains. Donc, je ne vais pas vous lire, vous allez voir ça après vous-même. Vous voyez en termes de politique globale économique de la Chine, vous avez les investissements dans le monde entier. Vous savez que ces investissements ont démarré avec les métaux rares, avec les matières premières, mais vous pouvez constater que depuis belle lurette, la Chine investit sur le continent africain. Et ces investissements, là, ce schéma, il couvre la période 2000 à 2014. Et depuis 2014, il y a eu, et on va le voir, une accélération de ces investissements dans quasi tous les pays. Donc, nous allons continuer avec quelques exemples. Donc, ce que j'ai aimé dans cet exemple-là, je vous ai mis ça un petit peu d'écriture parce que même en ce moment, la Chine continue d'investir, continue d'aider les pays africains à tout un tas de niveaux différents. Et la première visite historique, de façon traditionnelle des membres du gouvernement chinois sont réservés au continent africain. Donc, chaque année, en début d'année, au mois de janvier, ce sont des ministres chinois qui viennent en Afrique et qui font le tour de plusieurs pays en annonçant des accords. Donc là, ce que vous pouvez constater là sur ce slide, c'est entre le 4 et le 9 janvier 2021, il y a eu le ministre des Affaires étrangères et il a fait une petite tournée de pays avec les messages d'aide concernant le Covid, mais aussi concernant la collaboration économique entre ces pays et la Chine. Donc, tout ça, c'est très actuel. Je trouve ça très intéressant. Et nous allons maintenant aller un peu plus dans le vif du sujet avec cette prochaine vidéo. Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Écoute ça. Bénédicte, on en vient donc à ces quelques contrats signés par la France en Afrique ces derniers jours. 2 milliards d'euros d'affaires conclus au Kenya, par exemple, 3 milliards à terme, et notamment ce beau contrat ratifié par Vinci pour construire une autoroute dans le nord du pays. On peut dire que le président a mouillé sa chemise au cours de ces 4 jours en Afrique de l'Est. C'était ainsi la première visite d'un chef d'État français au Kenya depuis l'indépendance de ce pays en 1963. La France est seulement le 17e partenaire
hub commercial de Nairobi. Il faut dire que la concurrence est féroce. Vous le savez, le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 10 ans déjà, c'est la Chine. Depuis le début des années 2000, la Chine a multiplié par 20 ses échanges avec les Africains. Alors, pour tirer son épingle du jeu, la France veut jouer la carte de la vertu. Emmanuel Macron a ainsi lancé des avertissements contre les investissements chinois qui menacent la souveraineté des États. Mais la Chine, est-ce qu'elle est vraiment dangereuse pour l'Afrique ? Alors, que cherchent les Chinois en Afrique ? Principalement des matières premières. Et c'est vrai que la dette africaine est détenue pour une grande partie par Pékin. L'Éthiopie doit 14 milliards de dollars. Le Kenya, 10 milliards aux Chinois. Mais les dirigeants africains estiment que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Parce que les Chinois, quand ils arrivent, ils présentent des projets clés en main. Ils apportent le financement, la route et l'usine au bout de la route. 10 000 entreprises chinoises déjà implantées sur le continent, des Africains qui se méfient toujours de l'Europe et de ses relents colonialistes et qui préfèrent miser sur les nouvelles routes de la soie proposées par Xi Jinping, ce méga projet d'infrastructure déployé dans le monde par Pékin pour se connecter à toute la planète. L'Afrique veut en être. Mais vous le savez, en Afrique, il y a de la place pour tout le monde. Le continent contient ainsi 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde. Les Chinois, les Russes, l'Inde, la Turquie, le Brésil sont déjà bien présents là-bas. Donc la France peut y faire son trou facilement avec un partenariat respectueux comme le vend Emmanuel Macron. Bénédicte, si vous le voulez bien, on passe à vos plus. 9 heures de débat, mais... Voilà, parce que c'est un autre sujet, donc bon, on ne va pas rester là-dessus. Ce sont des ressources, vous le savez, vous pouvez télécharger la présentation, vous allez avoir tous les détails, les ressources par pays qui intéressent plus particulièrement la Chine. Là, c'est la même chose actualisée entre 2018 et 2020. Et à côté, vous avez la fameuse route de la soie et vous voyez l'intérêt stratégique qui porte la Chine envers le Kenya, envers l'Éthiopie, parce que ça touche directement l'Afrique de l'Est, même s'il y a beaucoup d'investissements ici à côté. Je voudrais juste vous dire, profiter de l'instant pour vous dire à la fin, on va discuter, on va poser des questions, répondre aux questions, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout de la présentation avant. Alors, donc, ici, j'ai trouvé ça intéressant aussi, c'est d'avoir une idée de ces investissements depuis des années, surtout les investissements d'infrastructures. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde entier, en 2020, à peu près 70% des projets d'infrastructure étaient réalisés par la Chine. Donc, je parle des investissements en Chine, mais et dans le monde entier. Et une partie de ces projets d'infrastructure, bien évidemment, ont lieu en Afrique et ça ne cesse d'augmenter. Donc, on le sait pour les télécommunications, on le sait pour les routes, on le sait un peu moins pour les centres de données et pour tout un tas de nouveaux investissements d'infrastructure. Et donc là, en dessous, vous voyez, la Chine a construit en Afrique une vingtaine de ports, 80 grandes installations électriques, 130 établissements médicaux, etc., etc. Et les entreprises chinoises, on estime qu'ils ont créé à peu près 4,5 millions d'emplois. Donc, au début, c'était des emplois de sous-traitants. Il n'y a pas eu d'investissement de la Chine en Afrique et c'est en train de changer. Il y a de plus en plus d'investissements. Donc, c'est intéressant de regarder. Et ce qu'on peut dire aussi, ce que j'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que nous avons, avec nos pays occidentaux en Europe et aux États-Unis, des systèmes de rating qui essaient de calculer le risque de défaut de paiement, le risque financier, le risque politique. Et nous allons pas forcément dans certains pays parce qu'on estime que ces pays sont trop risqués. Pour la Chine, ce n'est pas du tout la même vision. Vous le savez, ils ont une vision beaucoup plus à long terme. Les Chinois sont en train de regarder 2100, 2150 et nous avons du mal à dépasser parfois le Q1, le Q2, le Q3 de chaque année. Donc, nous allons continuer avec une autre vidéo. Je ne crois pas qu'on parle dans cette vidéo.
OK, donc nous allons continuer avec une dernière vidéo, je crois, avant d'aller vers la fin. Parce qu'on a une dernière vidéo à la fin de la présentation. Nous avons encore beaucoup de slides à parcourir. Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Pascal Boniface, merci d'être toujours avec nous. Qu'est-ce qui intéresse au fond vraiment les entreprises chinoises en Afrique? C'est quoi? C'est les matières premières, la main-d'œuvre, les terres rares, les terres arables? Les matières premières, parce qu'ils sont effectivement très gourmands de matières premières. Ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de terres rares, ils ont besoin de minerais. Et ils ont besoin, en Éthiopie, il y a une main-d'œuvre disciplinée, abondante, bon marché. Donc effectivement, maintenant, le coût de la main-d'œuvre en Chine s'est élevé du fait de la croissance chinoise. Et donc la Chine maintenant a besoin de délocaliser pour avoir accès à une main-d'œuvre bon marché. Et puis en Afrique aussi, c'est quand même 54 voix à l'ONU. Donc ça compte. Il y a aussi la lutte diplomatique par rapport aux États-Unis, par rapport aux Japonais qui sont également très présents en Afrique. Donc en fait, il y a toutes ces raisons. Et les Chinois arrivent en Afrique en disant « Nous, on vous offre un modèle de développement ». Les Occidentaux, ça n'a pas marché. Et nous, on ne vient pas vous faire la leçon sur les droits de l'homme, sur le respect humain, etc. Donc le consensus de Pékin, il est nettement moins lourd pour les dirigeants africains que le consensus de Washington. Parce que le fait d'avoir des leçons de morale de la part des pays occidentaux, qui par ailleurs ne sont pas toujours eux-mêmes très regardants par rapport à ça, est plutôt apprécié. Et pour de nombreux pays africains, le modèle de développement régime autoritaire, mais qui est efficace, qui se développe, c'est plutôt attractif. Alors, on va regarder ensemble un autre graphique sur la tablette Objectif Monde. Il s'agit des investissements étrangers en Afrique. Donc, on voit que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sont toujours en tête. Mais ce qui est incroyable, c'est cette barre rouge-là, qui est 40. C'est la croissance en 2016. La manière incroyable entre 2011 et 2016 avec laquelle la part des investissements chinois se sont accrus. C'est vrai que ça passe du simple au double, oui, voire presque au triple. Et maintenant, la Chine est le premier partenaire commercial de nombreux pays africains, devant la France. La voie ferrée dont on a montré la construction et la mise en œuvre dans votre reportage, c'était une voie ferrée française auparavant. Là, elle est chinoise. De même que la voie ferrée entre Nairobi et Mombasa a été construite par la Chine. Donc il y a, notamment avec le programme de la route de l'Essoie, des investissements massifs en infrastructure de la Chine. Et de quoi a besoin l'Afrique? D'infrastructures. Donc pour les pays africains, il y a le piège de la dette. Si les prêts chinois sont à des taux que l'on ne peut pas rembourser. Donc il faut qu'ils y fassent attention. Il y a aussi parfois une Chine qui embrasse un peu trop et qui du coup étouffe un petit peu. Mais d'un point de vue africain, ne plus être dans un tête-à-tête monopolistique avec les pays occidentaux, eh bien c'est une concurrence qui s'ouvre et c'est autant d'opportunités pour les pays africains. Cela étant dit, il commence à y avoir des déceptions côté africain. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au niveau des conditions de travail, au niveau de la population, ça n'est pas simple. Et très souvent, on importe la main-d'œuvre chinoise, donc il n'y a pas de... Les Chinois restent un petit peu entre eux, etc. Mais en même temps, il y a pour l'instant moins de déceptions avec la Chine qu'il n'y en a eu avec les Occidentaux. Justement, en Afrique, les Chinois, ils se contentent d'investir ou est-ce qu'ils viennent, ils s'installent véritablement? Par exemple, à Djibouti, il y a une base militaire chinoise. Donc il y a à côté de la base militaire française et américaine, il y a une base militaire chinoise qui est quand même c'est quand même quelque chose d'important. Et effectivement, c'est une fois encore le plus grand partenaire commercial de plusieurs pays et ils veulent investir. Le sommet Chine-Afrique a réuni plus de 45 chefs d'État et de gouvernement. Donc la Chine, elle n'est pas uniquement là pour le commerce. Elle est aussi là pour la diplomatie. La Chine veut aussi faire de la coopération culturelle, veut aussi faire du soft power. Le soft power était complètement mis de côté par les Chinois auparavant. Ils ont compris que c'était leur point faible et qu'il fallait y investir. La Chine, elle investit aussi beaucoup dans les opérations, dans les financements des opérations de maintien de la paix. C'est aussi une des premières armées du monde. C'est l'un des plus grands contingents onusiens. Et puis aussi dans la formation. De nombreux cadres africains sont invités, tout frais payés, en Chine pour faire des sessions de formation de 15 jours, 3 semaines. Ils reviennent généralement émerveillés. Ils reviennent avec des étoiles dans les yeux et donc c'est quelque chose qui les marque et quelque part, ils seront des futurs mini-ambassadeurs de la Chine en rentrant chez eux. Alors on l'a vu avec l'affaire du coronavirus, l'apparition de ce hashtag « Je ne suis pas un virus ». Est-ce qu'on peut parler d'une forme de racisme parfois quand on fait comme ça des raccourcis, la Chine, les Chinois? Alors on le fait à propos des Chinois, mais on le fait avec d'autres nations, effectivement. Mais c'est vrai que de par sa puissance, la Chine fait peur. De par sa montée en
en puissance depuis si rapide, si colossal, c'est historique. Jamais dans l'histoire, un pays ne s'est développé aussi largement, aussi intensément et aussi rapidement. Et donc, la peur du péril jaune, elle n'est pas tout à fait nouvelle. C'est quelque chose qui marque un peu. Et là, notamment aux États-Unis, le fait que pour les Américains, ils vont être dépassés par la Chine, c'est quelque chose qui est une source d'angoisse. Parce qu'un Américain qui a moins de 90 ans aujourd'hui a toujours vécu dans un pays qui est la première puissance mondiale. Et tout d'un coup, on lui apprend qu'il va être dépassé par un pays qui est communiste et asiatique. Et ça, beaucoup ont du mal à le comprendre et à l'accepter. Et justement, regardez sur ce graphique, sur la tablette, voilà, superpuissance commerciale. On voit effectivement la Chine qui dépasse absolument tout le monde en très peu de temps. C'est pour ça que Donald Trump, il a lancé cette guerre commerciale contre la Chine dès son arrivée au pouvoir. Il a voulu essayer de freiner la croissance. Il n'y est pas arrivé. Il arrive au pouvoir. Ils ont signé un accord commercial d'ailleurs il y a très peu de temps. Que Trump a son habitude à présenter comme le meilleur accord commercial jamais signé. C'est pour ses électeurs. Les Chinois n'ont pas communiqué, mais les vrais gagnants, ce sont les Chinois. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, le déficit commercial des États-Unis à l'égard de la Chine était de 300 milliards de dollars. L'an dernier, il était de 400 milliards de dollars. Donc Trump fait des discours, mais dans la réalité, l'économie américaine est shootée à la dépendance aux produits chinois. Et lorsque l'on taxe les produits chinois, eh bien, ce sont les industriels américains qui sont moins concurrentiels. Parce que si vous taxez à 25% les composants qui viennent de Chine, ce sont les produits d'Apple qui vont ne plus être compétitifs sur le marché mondial. Il n'y a pas des produits qui sont uniquement fabriqués en Chine pour être importés aux États-Unis. Il y a des composants de chaque produit. Et le fait d'avoir voulu fermer le marché américain Huawei va faire que les Chinois vont se débrouiller pour le plus rapidement possible ne pas être dépendants des composants américains. Voilà, donc ça c'est Pascal Boniface, il est pour ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet, c'est vraiment très intéressant tout ce qu'il a à dire là-dessus. Donc là encore, vous avez des informations extrêmement intéressantes pour tout le monde, mais on ne va pas les voir facilement à l'écran. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a 46 pays africains qui ont signé des accords d'investissement étranger avec la Chine. 46 sur la totalité, on est à 90% des pays. Donc, la Chine est en Afrique aujourd'hui. La Chine, j'ai la chance d'y aller, pas actuellement, mais j'y vais au moins 2 fois par an. Et ce que je constate, c'est un dynamisme à toute épreuve. Ce sont des entreprises où les gens travaillent très souvent plus de 72 heures par semaine, donc y compris le samedi. Et c'est une machine. Je trouve que c'est une machine de guerre avec une discipline, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'industrie. Et c'est un pays que je trouve de façon très objective extrêmement intéressant. Je ne crois pas à la thèse que la Chine est là pour dominer le monde. Je crois que la Chine a envie d'être un acteur majeur en Afrique et je pense qu'il y a la possibilité pour nous, les Européens, de faire des choses très intéressantes également. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mentalité chinoise économique, on a 2 mots qui sont extrêmement importants. C'est le mot rapidité, exécution, si vous voulez, et le mot échelle. Parce que tout ce qu'ils font en Chine, c'est à une échelle énorme, parce qu'on est en train de parler de 950 millions de consommateurs. Donc, c'est un marché interne extraordinaire pour la Chine. Donc, ils font des choses très vite et à très grande échelle. Et nous, on a du mal par rapport à ça. On profite de ça. On a les sociétés européennes qui profitent beaucoup, qui sont présentes en Chine. Pascal Boniface a cité Apple. Il aurait pu citer Tesla. Et puis, toutes nos sociétés d'automobiles de luxe gagnent la majorité de leur argent en Chine. Nos sociétés les plus valorisées en France, telles que LVMH et L'Oréal, gagnent la majorité de leurs bénéfices en Chine. Donc, c'est un partenaire crucial pour tout le monde. Et donc, je reviens sur le continent africain. Je vais accélérer un petit peu. On va regarder le soft power. Donc, on va pas regarder de vidéo, vous en avez assez vu. Donc, vous avez l'Institut Confucius, vous avez entendu parler, il y en a partout en Afrique. C'est quelque chose qui monte, surtout en Afrique de l'Est. Vous avez la possibilité d'apprendre le chinois partout. Vous avez les entreprises chinoises de télécommunications qui vous fournissent les satellites, qui vous fournissent des feuilletons chinois, traduisent dans les langues du pays et même dans les langues des ethnies. Vous avez un nombre d'étudiants
africains, de tous les pays africains qui vont en Chine, comme vous pouvez le constater ici, qui augmente chaque année. Donc, on est, je crois, par an, on doit être à 20-30 000 qui ont des bourses de l'État chinois pour apprendre le mandarin. Je l'ai vu de mes propres yeux et ils sont tous là et ils préparent l'avenir. Ils sont actifs, ils sont dans l'exécution de tout ce qu'ils font. Nous, on discute et eux, ils font. Donc après, il y a toujours ce débat, est-ce que ce sont des aides ou les prêts? Et là, on a beaucoup d'exemples de sociétés extrêmement endettées, allant jusqu'à 80% de leur PIB, ce qui est le cas en Zambie, par exemple. Mais c'est un débat qui mérite un webinaire spécifique parce que, comme tout, on est en train de faire une synthèse globale d'un continent énorme. Donc, on ne fait pas justice au continent africain et on ne fait pas justice aux relations ce soir en faisant ça très rapidement. Mais il faut faire comme ça. Donc, on a aussi la corruption, les clauses secrètes. Il y en a eu, il y en a toujours partout dans le monde, dans les projets. Il y a des risques de corruption. Là, on fait une étude de cas au Kenya. C'est une étude de cas qui date de 2017. Donc, il y en a. Mais globalement, il y a plus que de moins. C'est ce qu'on voit et on peut en parler. Et vous allez télécharger cette présentation. Vous allez pouvoir lire ça tranquillement parce qu'il y a beaucoup de détails. Je ne vais pas en parler là maintenant. Et je continue. Donc, qu'est-ce que la Chine et l'Afrique font ensemble? Donc, la première chose qui vient à l'esprit aujourd'hui en 2021, c'est de l'aide à la pandémie. Vous avez beaucoup de pays en Afrique qui bénéficient du vaccin chinois. Ils sont très présents. C'est comme vous pouvez voir ici, ce sont des choses et des accords qui sont signés depuis quelques semaines et pas depuis quelques ans. C'est vraiment quelque chose qui est actualisé. Vous avez aussi dans l'agriculture énormément d'entraide pour aider les pays à mieux produire, à être plus efficaces. Donc, vous pouvez me dire, oui, mais nous, les Européens, on a une savoir-faire, on peut le faire, oui, mais les Chinois, ils y sont et ils font. Donc, c'est très intéressant. Vous avez beaucoup d'exemples dans des pays africains d'aide pour tout ce qui est, bien sûr, les Chinois vont en profiter, mais les pays africains également. Donc, ça, c'est intéressant. Vous avez énormément de projets dans tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, et là, vous voyez bien les investissements. Donc, mis à part 2016, mais si on peut amener ce graphique jusqu'à 2021, ça continue. Il y a énormément d'argent pour des projets d'énergie renouvelable. La Chine, qui avait cette image il y a 5-6 ans d'un pays très pollueur, très pollué, mais d'après ce que je vois moi, c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. On peut pas prendre un scooter qui n'est pas un scooter électrique. On a eu des baisses très importantes de pollution depuis 4-5 ans. Il y a beaucoup moins de villes dangereuses au niveau de la pollution et malheureusement, c'est l'Inde qui nous pose problème aujourd'hui. Mais la Chine, ça va très vite. On a fait des cours à l'IFG sur ce sujet. On a pris comme exemple l'entreprise de fabrication de voitures électriques chinoise qui s'appelle BYD. BYD, l'année dernière, en 40 jours, a converti les usines en fabricant de masques. Ils n'avaient même pas les machines, ils ont tout fabriqué eux-mêmes et en 40 jours, ils produisaient 15 millions de masques par jour pour le monde entier. Donc, beaucoup de masques que nous portons aujourd'hui sont des masques qui viennent de la Chine et qui viennent de BYD, une entreprise de voitures électriques. Donc, imaginez bien, dans nos propres pays, la société est capable, en 40 jours, de passer de rien à 15 millions de masques par jour. J'en vois pas beaucoup. Hein. Donc, vous avez beaucoup d'autres exemples. Je vais pas les citer ici. Vous avez aussi le multilatéralisme, on a fait appel à ça dans une des vidéos. La Chine est un pays qui est, je dirais, extrêmement malin. Donc, elle va dire en permanence qu'elle respecte la souveraineté de chaque pays, etc. Et en même temps, la Chine est dans un fauteuil parce que la Chine négocie avec chaque pays africain. Il n'y a pas de fédération de pays africains, de pays francophones, de pays anglophones. La Chine a des relations privilégiées avec chaque pays. Et c'est un petit peu comme la dernière conférence sur le Brexit, lorsque les Britanniques vont négocier avec la Chine, mais le pouvoir de négociation sera bien moindre qu'avec l'Europe. Mais c'est la même chose. Les Chinois négocient aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, avec le Nigeria, avec tous les pays, mais individuellement. Donc, ça a double tranchant.
Donc, encore une fois, vous avez des exemples. L'avenir, pour parler de l'avenir, parce qu'il faut qu'on réponde à toutes les questions. Vous avez donc une économie très résiliente l'année dernière, une population extrêmement jeune. Vous savez que l'âge moyen de la population en Afrique aujourd'hui est de 19 ans et en Europe, on est à 42, 43 ans. Donc, vous voyez bien la différence. Vu de leur fenêtre, vu de la fenêtre de la Chine, la fenêtre de l'Afrique, nous sommes une partie du monde pas de vieux, mais on n'est pas jeune non plus. 42 ans de moyen d'âge, ça fait de l'Europe un continent plutôt vieux. Donc, à côté de ça, vous avez tout un tas de choses avec des chiffres très qui font peur sur l'endettement, mais on n'a pas encore d'exemple où la Chine a repris le contrôle d'un pays, même si dans certains cas, ça peut être dangereux. Et après, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2020, en 2021? Pour l'instant, les accords continuent. Vous voyez que les 5 partenaires principaux de la Chine aujourd'hui en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, donc vous connaissez, un pays très développé, le Nigeria, encore un pays anglophone, l'Angola, où on parle plutôt le portugais et l'anglais, l'Égypte, qu'on oublie souvent, qui a une population qui va sur les 200 millions de personnes, et le RDC. Donc, et vous avez dans tous les autres pays, donc je vous laisse lire rapidement ça. Et je reviens encore sur quelques exemples supplémentaires de ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a partout, en Guinée, au Kenya, au Zimbabwe. La Chine ne connaît pas de frontières. Donc, en ce qui concerne la lecture que je pourrais vous suggérer sur ce sujet, donc vous avez vu tout à l'heure avec Pascal Boniface, vous avez aussi l'Agence française de développement, l'AFD, qui a sorti un ouvrage sur l'économie africaine en 2021. Vous allez avoir beaucoup d'exemples de l'influence chinoise en Afrique et c'est plutôt intéressant. Et vous avez maintenant juste une dernière petite vidéo pour clôturer cette session avant de passer aux réponses aux questions. Donc, si je vais couper mon micro de... Le Covid-19 a bouleversé l'ordre du monde. De fait, les conséquences de la pandémie ont été au cœur des débats du Forum de Beijing sur la coopération sino-africaine, auquel ont participé des hommes politiques africains, un fonctionnaire de l'ONU, mais aussi un intellectuel chinois et 2 économistes. Nous devrions continuer à travailler en partenariat avec la Chine et d'autres économies. Nous sommes en mesure de contenir le virus, la récupération post-Covid et les efforts à long terme doivent être coordonnés. Il doit y avoir une coopération et une unité entre l'Afrique et la Chine et entre l'Afrique et l'Éthiopie. De la fabrication et des infrastructures, la coopération s'est désormais étendue à des domaines tels que la santé publique, l'éducation et l'économie de l'Internet. L'idée d'une nouvelle norme a été abondamment évoquée, de même que la manière dont l'économie numérique pouvait être une force motrice pour échapper aux conséquences de la pandémie. L'âge moyen de la population africaine est de 19 ans, celui de l'Europe est de 43 ans. Ce dont nous avons besoin, c'est de mettre en place des choses qui peuvent propulser et permettre à ce capital humain de prospérer. Accélérer l'adoption de la technologie, par exemple. J'ai vécu en Chine pendant les 5 dernières années et j'ai vu les avantages de ce qu'une mise en place anticipée des technologies avait permis de faire dans ce pays. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a un accès à Internet étendu et est de plus en plus présente sur les médias sociaux. La classe politique africaine y voit la possibilité d'établir des passerelles. Ils devraient regarder comment la Chine s'est transformée au cours des 40 dernières années. C'est une leçon pour nous. L'Afrique peut le faire. Je pense que les jeunes doivent être considérés non seulement comme l'avenir du continent, mais aussi son présent. Ils ont assez de talent et de compétences, mais ils doivent les utiliser à bon escient et de manière responsable. Parfois, il y a une mauvaise lecture de l'information provenant d'autres sources. Certains de nos jeunes sont victimes de la désinformation sur la Chine. Je pense qu'il est très important que nous restions concentrés concernant l'utilisation. Nous devons leur donner des informations correctes sur ce que la Chine met en place, parce que la Chine a beaucoup parlé de coopération et d'un avenir commun, et c'est un très bon message pour les jeunes générations. Au sujet de l'avenir, les participants du forum conviennent que la jeunesse est un acteur majeur des relations sino-africaines et de souligner également la nécessité d'exploiter le plein potentiel d'Internet et de l'économie numérique pour faciliter la compréhension et renforcer les liens.
Donc voilà, donc ça c'est une bonne vidéo pour clôturer le webinaire de ce soir parce que Internet et la digitalisation de l'économie, la Chine elle est bien mieux placée que nous pour en parler parce que c'est les Chinois qui ont démarré cette digitalisation à outrance il y a déjà 7-8 ans. Comme ceux d'entre vous qui connaissent la Chine, on n'utilise plus de billets de banque depuis quelques années. Tout le monde a des QR codes depuis longtemps. La formation est complètement à distance. Donc, nous le vivons depuis un an. Eux, ils le vivent depuis plus longtemps que ça. Mais aujourd'hui, pour répondre à la question de Jean Alessandri, en Chine aujourd'hui, l'essentiel, c'est de transmettre la culture chinoise en commençant par la langue. Donc, leur stratégie pour l'instant, c'est transmettre une image positive de la Chine dans la grande majorité de pays où la Chine est en train d'investir. Donc, l'aéroport qui a le plus de trafic sur le continent africain aujourd'hui, c'est l'aéroport d'Addis Abeba, parce que la Chine utilise Addis Abeba comme porte du continent africain. Donc, c'est quelque chose dont on parle peu en France, mais c'est quelque chose de très important. Donc, c'est surtout culturel pour l'instant. Et plus tard, ils vont essayer de proposer autre chose. Mais pour l'instant, c'est la culture chinoise à travers sa langue. Et comme vous pouvez le constater, il y a des dizaines de milliers de jeunes Africains de très bon niveau qui sont envoyés gratuitement en Chine pour apprendre le mandarin, pour revenir dans leur pays et agir en tant que pont pour les investisseurs chinois futurs. Donc, ils sont dans l'action, ils sont en train de le faire. Et le danger pour nous, c'est que on va être un peu dépassé par les événements parce que nous avons des attaches culturelles très fortes et nous avons beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui qui investissent et qui travaillent beaucoup sur le continent africain, pas que dans les pays francophones, mais aussi dans les pays anglophones, comme on a vu avec Vinci en Éthiopie. Donc, je suis à ce niveau-là, c'est positif, mais nous n'avons pas les moyens de l'État chinois en termes d'investissement. Donc, c'est là où le bas blesse. Les seuls qui pourraient éventuellement concurrencer les Chines en termes financiers, ce sont des Américains. Mais comme on a vu dans les vidéos, les Américains, c'est beaucoup moins souple que les Chinois. Les Américains voudraient des démocraties, voudraient la liberté d'expression, etc. avant d'y aller. Donc, c'est pas gagné dans pas mal de pays et la Chine, c'est pas leur préoccupation. Donc, on va essayer de répondre à d'autres questions. Donc, je commence à regarder d'autres questions. Donc, Jean, il me pose encore une question parce que je tombe sur lui. C'est du favoritisme. Donc, c'est la dernière question pour Jean. L'intelligence artificielle va-t-elle être un booster pour la Chine en Afrique au détriment des autres concurrents? Je sais pas encore, mais parce que l'intelligence artificielle, là où ça se développe le plus, c'est aussi au Japon et en Allemagne, parce que ce sont deux pays qui perdent leur population, qui ont un vrai problème de main-d'œuvre et qui essaient de faire remplacer l'homme par la machine. Et ce que j'espère, c'est qu'au-delà des matières très techniques ou des métiers très techniques, nous allons continuer avec une forme digitale de formation qui va permettre aux individus de se rencontrer virtuellement et de temps en temps physiquement, parce que j'y crois pas et j'espère qu'il y aura pas un monde demain où c'est l'intelligence artificielle qui va tout faire pour nous. Je pense que nous sommes des animaux quelque part et nous avons besoin de se voir, nous avons besoin d'échanger et j'ai pas envie que des robots dominent notre monde de demain. Donc ça, on verra bien. Tout dépend toujours des gouvernements en place, de la législation en place et on voit bien que si la législation elle est dans l'intérêt des peuples, on préserve un certain nombre de choses. La Chine n'a aucun problème pour légiférer contre Amazon, pour légiférer contre Facebook, pour légiférer contre Google. Et donc, il est normal, quelque part, que les Américains ou d'autres pays décident de légiférer aussi dans leurs propres intérêts. Là aussi compliqué en Afrique, c'est que Huawei est très, très, très investi déjà. Et comme je vous ai dit au départ, pour la Chine, c'est la rapidité d'exécution et l'échelle. Et donc, Huawei a déjà fourni de l'infrastructure de télécommunication à
beaucoup de pays africains parce que je vous rappelle, le 5G existe en Chine depuis 1 an. Il y a déjà plus de 400 villes majeures qui sont équipées en 5G et on va voir en Afrique, surtout de côté Est, le 5G apparaître massivement qui risque de donner un avantage concurrentiel aux pays en question. Donc, c'est assez intéressant. Donc, Céline, je descends. Là, Céline, elle pose la question, quelle est le principale devise des échanges? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, d'ailleurs, mais ça mérite un webinaire tout seul. Donc, la devise, c'est souvent le dollar américain, comme vous le dites, mais pas que. On commence à avoir dans certains pays, on peut faire des échanges en euros. On a de plus en plus de crypto-monnaies. Ça grouille de projets. Il y a des conventions qui sont signées avec des pays comme le Nigeria sur certaines crypto-monnaies. Je pense que ça va prendre son envol dans les années à venir. Donc, je descends sur Agnès. Il y a quelques déconvenus. Il y a beaucoup de déconvenus, beaucoup de déconvenus, beaucoup d'histoires où on profite, on utilise la main-d'œuvre pas chère pour exploiter des gens, etc. Et tout ça, c'est vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais ce qu'on voit en général, c'est ce qu'on a vu en Chine. Et je vous rappelle que la Chine, il y a 40 ans, c'était des champs. Il y avait rien du tout. La France, c'était Manhattan pour la Chine. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez constater dans la première vidéo, c'est un pays ultra moderne, avec une infrastructure ultra moderne, avec une fierté nationale très forte d'ailleurs, et tout ça en 40 ans. Donc, on peut se dire de façon légitime dans un pays africain que dans 40 ans, ce pays pourrait devenir comme un mini-Chine. Et le pays africain qui est intéressant à regarder de près, c'est le Rwanda. Le Rwanda est parti de la guerre civile, un pays francophone, est devenu un pays anglophone aujourd'hui, ultra moderne. Alibaba est partout. Il travaille avec un start-up africain qui s'appelle Zumia, qui est l'Alibaba africain, qui s'est fait coter au Nasdaq. C'est le premier start-up africain qui avait une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. Donc, tout ça, c'est récent, ça bouge. Et il est vrai qu'il y a des déconvenus toujours, il y en aura, mais globalement, il y a des avancées. Il y a des pays où le niveau de vie augmente. Éthiopie, on en parle dans les vidéos. Éthiopie, c'est un très bon exemple. Et je crois que le salaire mensuel est aux alentours de 40 € par mois dans ces eaux-là. Mais petit à petit, ça va augmenter. Et les gens, avant, ils n'avaient rien. Donc, ce sont des améliorations. D'avoir le satellite, d'avoir Internet partout grâce à Huawei, ce sont des améliorations dans la vie des gens. Et il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée dans la vie courante, un peu moins dans l'éducation, mais la géolocalisation, ce genre de choses existent aujourd'hui en Afrique. Et si vous allez dans les villes comme Addis Abeba ou Nairobi, vous allez être très surpris, comme à Abidjan, à Cocody, comme dans d'autres villes. Donc, vous avez vraiment une croissance forte et une stabilité politique qui s'améliore. On a de moins en moins de guerres civiles, donc je parle pas du Sénégal ces derniers jours, mais il y a beaucoup plus de stabilité qu'avant. Donc, je continue. Agnès, donc elle a posé la question sur les déconvenus. Michel, encore, j'ai eu l'occasion en 2004 de rencontrer au Cameroun le patron des patrons qui se plaignait que les Européens ne s'intéressaient pas assez. Mais moi, je pense, enfin, je dis ça de façon personnelle. Je pense que c'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. C'est qu'on aimerait bien être plus, on aimerait bien faire des choses, mais je pense pas qu'aujourd'hui que nous ayons des moyens de nos ambitions en Europe. Et on regarde, on est un peu observateur, malheureusement parfois, de ce que les Chinois ou les Américains ont envie de faire. Donc, je pense que c'est surtout ça le problème. C'est pas l'envie, hein. C'est les moyens d'investissement. Et puis c'est la partie temporelle. Nous voulons faire des investissements et récupérer de l'argent assez rapidement, si possible. Et c'est très difficile pour nous parce que nous avons des contraintes juridiques, nous avons de la transparence, nous avons des réglementations que la Chine n'a pas. Et on sait très bien que parfois, il y a eu des projets montés très rapidement avec les choses de mauvaise qualité, les ouvriers, où on se disait, soit ce sont des Chinois qui n'ont pas beaucoup de moyens, soit ce sont même des prisonniers qui travaillent sur les projets. On ne savait pas. Il y a eu toutes ces histoires-là, mais ça, c'est le début d'un développement et on verra ce que ça donne après. Donc, Mohamed,
Est-ce que les matières premières africaines jouent un rôle important? Mais bien évidemment. Mais bien évidemment, un rôle complètement clé parce que ce sont des matières premières. Je vous rappelle que dans les métaux rares, etc., vous avez des mines au Congo qui sont utilisées pour développer nos magnifiques voitures électriques propres qui sont minées au Congo, qui sont transportées par bateau, qui envoient du diesel pourri jusqu'à la Chine ou jusqu'au Japon avant d'être utilisées par les constructeurs et qui repartent en bateau jusque chez nous. Et après, on vend la voiture propre. Donc, ils ont la main mise sur des métaux rares. Ils sont propriétaires, je crois, de plus de 80% des métaux rares dans le monde aujourd'hui. Donc, dans l'Afrique, mais aussi en Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc, Suzy, elle pose la question, la Chine investit en 17% des ports en Afrique ou pas vers du... Ben oui, tout à fait. La Chine est dans les ports. Donc, la France fait de la résistance parce que vous avez des groupes comme Bolloré qui sont très présents en Afrique de l'Ouest notamment, mais petit à petit, ils mettent leur main sur l'infrastructure et aussi sur les accords contractuels qui leur donnent le droit de pêcher jusqu'à X kilomètres de la côte, etc., dans pas mal de pays, en échange pour les constructions d'hôpitaux, etc. Et ça permet de nourrir aussi la population, parce qu'il faut nourrir les 1,450 milliards de personnes. Donc, je descends un peu plus vers Serge. Leclerc, aux Africains de résoudre la dichotomie entre l'ingérence politique interne, ça c'est sûr. C'est surtout pas à l'IFG ou à Clive Gallery de le gérer, ça c'est certain. Nous sommes là pour lancer un débat. Je pense très sincèrement, et je dis dans les cours de l'IFG que je prends comme exemple le Royaume-Uni de Thatcher. Thatcher, elle a pas fait que du bien, mais elle a mis en place un système qui a permis à des régions de revivre et de reconnaître ou d'avoir une croissance de nouveau parce que elle a obligé les investisseurs, à l'époque c'était les Japonais et les Coréens du Sud, d'utiliser la main-d'œuvre locale et d'avoir des fournisseurs présents localement. Et ça a régénéré complètement les économies. Et en Afrique, il est évident aujourd'hui que la partie clé du développement, c'est la qualité des gouvernements en place et les accords qui vont négocier avec les partenaires chinois, mais pas que, avec les Européens, avec les Américains, etc. Donc, donc David, il informe tout le monde pour avoir la présentation. Je vous conseille fortement de la voir parce que j'ai passé un peu de temps à le faire et il y a trop d'informations pour un webinaire rapide, mais je fais de mon mieux. Donc, il faut qu'il y ait quand même un peu de viande sur l'os. Donc, Baptiste, la Chine est-elle toujours communiste? Alors là, c'est une bonne question. Hein. Je me pose la question parfois. Je trouve que la France est un peu plus communiste que la Chine sur certaines questions. Mais elle est complètement communiste. Il y a un parti, il y a un président élu à vie et elle est communiste. Est-ce que ce pays communiste aime le capitalisme? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils sont aussi capitalistiques que les Américains. Mais juridiquement, ça reste un pays communiste. Hein. Tout le monde fait partie du Parti communiste. Hein. Et donc, c'est ça un petit peu la caractéristique de la Chine, mais aussi du Vietnam. C'est pareil. C'est extrêmement communiste et ils font 7-8% de croissance chaque année. Donc, cette politique d'investissement de croissance, n'est-ce pas une preuve de pilotage capitalistique? Oui, tout à fait. Donc, c'est tout à fait ça. Je suis d'accord. David Fontana, quel est le profil de main-d'œuvre envoyé par la Chine en Afrique? Ah ben oui, on en a parlé tout à l'heure. Donc, je vais pas revenir sur le sujet. Mais il y a pas que ça. Il y avait ça. Et puis maintenant, on regarde de plus en plus. Donc, il y en aura moins. Mais c'est un peu comme la Chine. La main-d'œuvre en Chine n'était pas chère du tout. Au début, maintenant, sur la côte, dans les grandes villes, c'est très, très cher. Donc, les Chinois travaillent avec les gens beaucoup plus loin des grandes villes qu'on connaît. Ils vont aller vers le centre de la Chine, même voir le Tibet, etc., pour pouvoir alors j'ai les images qui se défilent un peu. Je regarde, mais bon, ça
J'ai bien répondu, je pense, à cette question. La coopération militaire avec la Chine n'est-elle pas mieux que celle européenne? L'Europe et les États-Unis sont trop visés derrière. Alors ça, c'est une question très délicate. Ça mérite, Étienne, un sujet à part là aussi. Donc, parce que en Chine, vous avez des investissements turcs, vous avez beaucoup d'investissements russes, surtout dans les pays pas stables du tout, comme je suis en train de penser de là où ils sont le plus, le pays de République centrale. Les Russes sont assez présents aussi. Donc, c'est une question compliquée. J'ai pas envie de répondre à ça là tout de suite. Abdi Kaïn, donc bonsoir. Vu la taille des nations, est-ce que nous verrons bientôt la circulation de monnaie chinoise en Afrique? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on verra le CFA dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'on sera là-dedans? Moi, à titre personnel, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir une révolution dans les monnaies de demain, parce que les crypto-monnaies, tôt ou tard, on va y venir, mais avec un certain contrôle des États et pas du n'importe quoi. Mais je pense qu'il y aura des changements, parce que les échanges vont être des échanges mondiaux. On aura le 5G. Un fermier dans un pays africain pourrait vendre des produits directement sur Internet encore plus facilement qu'aujourd'hui. Donc, on va avoir de toute manière une évolution des monnaies. Donc, laquelle, je sais pas. Donc, papa, drame, la plupart des entreprises chinoises ont recours à leurs entreprises chinoises locales et recours, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est pour moi, j'ai donné l'exemple de Thatcher. Je pense que c'est au gouvernement, aux États d'imposer leurs lois. Vous pouvez venir chez nous, vous pouvez investir, mais vous êtes obligé de faire appel aux main-d'œuvre locales, vous êtes obligé de les payer tant, etc., etc. Donc, ça, on sait bien le faire en France, et je pense qu'on saura bien le faire dans les pays africains petit à petit. Donc, Jean-Luc, bonjour Clive, comment se positionne la France en Afrique en termes de la France se positionne comme elle le peut. Elle se positionne très bien dans les pays francophones depuis pour les raisons historiques et de mieux en mieux dans les pays anglophones également, notamment dans les projets d'infrastructure et dans le transport, etc. Donc la France est bien positionnée toujours, mais je pense que la France n'a pas complètement les moyens de ses ambitions partout, parce qu'elle aimerait bien être plus présente, mais la France a certainement ses cartes à jouer. Donc, donc je regarde, Baptiste, avons vu une comparaison de rapport de force entre les partis Chine. Non, pas dans cette, pas dans cette présentation, mais c'est un sujet intéressant aussi. Mais je peux vous dire que l'Afrique est au centre des préoccupations chinoises, hein, parce que c'est un continent où la Chine a beaucoup investi, où la Chine a beaucoup d'influence et où il n'y a pas de concurrence rude pour l'instant de la part des Américains qui sont là mais sans faire trop de bruit. Et donc, je pense que la Chine va continuer de développer et d'investir massivement sur tout le continent africain. Donc, j'essaie d'aller vite pour arriver à la fin. Je sais qu'on n'a qu'une heure. Donc, Marius, quelle menace d'engagement de plus en plus renforcé de Chine en Afrique? Moi, je vois pas trop. C'est un sujet qui me vient pas à l'esprit en Chine. C'est le terrorisme. Parce que c'est pas évident pour un terroriste en Chine, dans la mesure où il y a des caméras partout et dès que vous bougez un petit doigt, mais ça se sait. Donc, je pense que la Chine aujourd'hui, pour quelqu'un qui se rend à Pékin ou à Shanghai, c'est peut-être un des endroits le plus sûrs au monde. Il peut se promener dans la rue et le terrorisme, c'est pas vraiment le sujet pour eux. Il y a d'autres sujets, hein, je vous l'accorde, mais c'est pas celui-là. Donc, Jean-Jacques, quel va être le rôle et l'impact de la monnaie? Ben oui, c'est une question ouverte, Jean-Jacques, je sais pas, mais ça va évoluer. Ça, c'est une certitude absolue, parce qu'on va voir la Chine, l'Europe, les États-Unis et l'Inde. Et l'Inde, parce qu'on oublie l'Inde, mais l'Inde va y être de plus en plus, d'abord par l'Afrique de l'Est et après sur tout le continent. Parce que les Indiens, ils sont 1,4 milliard. Ils sont à 50 millions de la Chine. Et dans les 5 ans à venir, l'Inde va dépasser la Chine comme le pays le plus peuplé au monde. Donc l'Inde, qui est une superficie 20 fois inférieure au continent africain, va avoir besoin de s'agrandir, d'aller chercher des choses ailleurs. Donc, il y aura l'Inde aussi. Donc, on est au début, au balbutiement d'un changement où le continent visé
sera le continent africain. Et donc, c'est pour ça, c'est un super sujet, c'est intéressant. On pourrait faire 10 webinaires sur ce sujet et on n'aura pas touché le quart d'un dixième de sujet. Donc, l'idée ce soir, c'était juste de partager certaines choses avec vous et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler prochainement, soit dans un webinaire, soit lors d'une formation au sein de l'IAJ Executive Education. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir, d'être connecté et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tout le monde.